Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Lancement ce mercredi 16 juillet 2025 par le président de la République Félix Tshisekedi de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Cet événement qui se déroulera jusqu'au 18 juillet sera sur 3 sites emblématiques de la capitale congolaise. Et puis lutte contre l'Mpox en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a réceptionné un lot important des vaccins LC16M8 dont du Japon ce mercredi, destiné à renforcer la campagne nationale de vaccination. Et puis en international, la ville de Bamenza dans la région du Nord-Ouest a accueilli du 12 au 13 juillet le premier forum économique pour la reconstruction de cette partie du Cameroun ravagée depuis 2017 par une vague d'insécurité. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à cette grande édition du journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a donné le coup d'envoi ce mercredi 16 juillet de la toute première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme organisé par le gouvernement congolais en partenariat avec plusieurs acteurs nationaux et internationaux. Cet événement sans précédent dans la région se déroule jusqu'au 18 juillet sur 3 sites emblématiques de la capitale, à savoir le centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale, l'esplanade du Palais du Peuple et l'échangeur de Limité. Retour sur cette première journée avec Eli Kabia. Dans un contexte de guerre d'agression à l'est du pays, le chef de l'État a tenu à rappeler lors de son discours inaugural que la culture reste un levier de résilience. Ce festival ouvre ainsi une page nouvelle où la culture et le tourisme se conjuguent au service de la paix, du vivre ensemble et du développement durable de notre nation. Mesdames et messieurs, distingués invités, lorsque la musique épouse les rythmes du voyage et les couleurs des cultures locales, elle devient bien plus qu'un art, elle se mue en vecteur d'attractivité touristique. Le tourisme musical s'impose ainsi comme une tendance émergente, porteuse d'expériences culturelles authentiques, mémorables et célébrant entre autres la richesse des traditions culinaires et le rôle essentiel de la gastronomie dans la valorisation des territoires. Placée sous les thèmes La route de la rumba, cette édition inaugurale célèbre la rumba congolaise, classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO comme trait d'union entre le peuple d'Afrique, des Amériques et d'ailleurs. L'objectif, selon les organisateurs, est de faire de la musique un vecteur de diplomatie culturelle et un outil de promotion touristique. La ministre de la Culture, Yolande Lébé, a salué une initiative qui vise à affirmer la souveraineté culturelle de la RDC, à renforcer l'unité nationale et à défendre l'intégrité territoriale du pays. Célébrer la rumba ici à Kinshasa n'est pas un simple hommage musical. C'est une reconnaissance universelle de la grandeur du patrimoine congolais, de la richesse culturelle du pays, hôte de cet événement, et de la centralité de la culture dans la construction d'une nation forte, prospère et unie. Notre pays, la République démocratique du Congo, est bien plus qu'un territoire riche en ressources naturelles. Nous sommes un peuple fier d'un patrimoine pluriel, fait de traditions ancestrales, de mémoire vivante, de savoir-faire multiséculaire, de paysages somptueux, de langues chantantes et de rythmes enivrants.
Le ministre du Tourisme, Didem Pambia, a pour sa part mis en évidence la dimension économique du projet. C'est ici le lieu de démontrer que ce festival est une opportunité de réveil pour ce secteur afin de repenser autrement le tourisme de notre pays. Mes souhaits de bienvenue aux membres de délégation des pays représentés dans ce festival, qui trouvent ici l'expression de ma profonde reconnaissance. Des délégations venues de plusieurs pays africains et d'autres continents ont pris part à la cérémonie d'ouverture, parmi lesquels des ministres du tourisme et de la culture étrangers. Leur présence renforce la vocation internationale de l'événement et souligne l'intérêt croissant pour le modèle culturel congolais. Concerts, expositions, ateliers, conférences et rencontres professionnelles rythmeront le 3 jours du festival dans un esprit de partage et d'innovation, mais aussi de rayonnement. À travers cette initiative, la RDC entend affirmer sa place sur la carte des grandes nations culturelles et touristiques du monde. Et cette première journée a été marquée également par l'exposition de stands culturels et touristiques mettant en valeur la diversité et les atouts de l'Afrique, plus particulièrement de la RDC comme destination touristique. Éléments et commentaires de Rosie Chioyo et Eli Kabea qui étaient sur place. C'est un geste fort de solidarité internationale dans la lutte contre l'Mpox. Ce mercredi, le gouvernement congolais a officiellement réceptionné un nouveau lot du vaccin LC16M8 offert par le Japon via son ambassadeur basé à Kinshasa. Une dotation qui vient renforcer la réponse nationale face à cette maladie infectieuse qui touche encore plusieurs zones du pays. Dans le cadre de l'aide d'urgence du Japon est composé de 1,5 million de doses de vaccins dédiés qui permettront de renforcer la résilience du système de santé. Au Japon, ce vaccin est le seul vaccin autorisé contre la variole chez les enfants, dont l'efficacité et les effets préventifs contre la variole et les Mpox ont été tout connus. Le ministre de la Santé publique a salué un partenariat exemplaire entre Kinshasa et Tokyo. Il a rappelé que depuis 2024, plus de 90 000 cas suspects ont été recensés, dont plus de 26 000 confirmés en laboratoire. À ce jour, plus de 600 000 doses ont déjà été administrées dans le cadre d'une stratégie vaccinale ciblée. Le vaccin que nous recevons aujourd'hui vient renforcer nos capacités d'action. Il permettra de protéger davantage les populations à haut risque, tout en consolidant la stratégie vaccinale ciblée, indispensable pour contenir la diffusion du virus. À l'échelle nationale, sur les 519 zones de santé que compte notre pays, la RDC, 490 zones ont rapporté des cas de Mpox au cours des semaines épidémiologiques 21 à 24. Sur les 519 zones de santé que compte la RDC, 490 ont signalé au moins un cas. Mais une nette amélioration est observée. Le nombre des zones en épidémie est passé de 55 à 34, avec une seule zone actuellement en phase ascendante. Ce progrès encourageant confirme la pertinence des efforts déployés, mais il impose également une vigilance soutenue pour préserver les acquis et prévenir toute résurgence. Le ministre a appelé à ne pas baisser la garde, insistant sur la poursuite des efforts, formation, surveillance, prise en charge et prévention. Il a aussi tenu à souligner que cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État pour qui la santé publique est un pilier de la souveraineté nationale. Vous venez plutôt de suivre cet élément de patience Lokeke sur la lutte contre l'Mpox en RDC. Ce mercredi 16 juillet, le gouvernement congolais a donc réceptionné un important lot de vaccins LC16M8 dont du Japon destiné à renforcer la campagne nationale de vaccination. Ce geste qui a été salué par les autorités sanitaires comme un exemple de solidarité internationale. Dans un autre registre, Madame, Messieurs, le gouvernement de la République démocratique
Je le disais tantôt, madame, monsieur, que la République démocratique du Congo est confrontée à une épidémie de choléra préoccupante avec plus de 35 000 cas depuis janvier. Le déplacement des populations fouillant l'insécurité à l'Est, les inondations et les manques d'infrastructures sanitaires favorisent la propagation de la maladie, notamment à Kinshasa. Les autorités sanitaires ont déjà élaboré un plan de riposte, lequel nécessite 17 millions de dollars pour sa mise en œuvre. Gigi Nende. Le choléra continue de sévir en République démocratique du Congo avec plus de 35 000 cas recensés depuis le début de l'année. La propagation de la maladie touche particulièrement les provinces de la Chopo, actuellement la plus affectée, ainsi que le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema et Kinshasa. Dans l'est du pays, l'insécurité persistante a provoqué des déplacements massifs de population vers l'ouest, facilitant la diffusion du choléra vers des zones auparavant moins exposées comme Kinshasa. Ces mouvements de population, combinés à des infrastructures sanitaires déficientes et à un accès limité à l'eau potable, ont considérablement aggravé la situation. À Kinshasa, plus de 2000 cas ont été signalés. La capitale, densément peuplée et confrontée à d'importants problèmes d'assainissement, constitue un terrain propice à la propagation de la maladie. Les récentes inondations, provoquées par des pluies diluviennes et ayant persisté jusque pendant la saison sèche, ont encore accentué les risques. Plusieurs quartiers, notamment Limete, Makala, Gombe et Kokolo, ont enregistré des cas et des décès liés au choléra. Le taux de létalité moyen au niveau national s'élève à 3% avec un pic de 9% à Kinshasa. En réponse à cette urgence sanitaire, les autorités congolaises et leurs partenaires intensifient les actions de prévention, campagnes de sensibilisation sur les mesures d'hygiène, traitement de l'eau et vaccination ciblée dans les zones les plus à risque. Un plan de riposte estimé à 17 millions a déjà été élaboré et n'attend qu'un examen approfondi devant conduire au décaissement des fonds pour sa mise en œuvre. En attendant, l'épidémie reste difficile à contenir. La persistance de l'instabilité dans l'est du pays et la précarité des conditions de vie dans les grandes agglomérations comme Kinshasa rendent la lutte contre le choléra particulièrement complexe. Rétro-pédalage dans cette première journée du premier festival mondial du tourisme et de la musique. Cette journée a été marquée aussi par l'exposition des stands qui étaient là pour promouvoir l'Afrique et même les œuvres de la République démocratique du Congo. C'est un élément et un reportage de Rosie Tchoyo et Lika Béa qui étaient sur place. Cette première journée du Festival mondial de la musique et du tourisme a posé le base d'un événement d'envergure internationale. Au Centre culturel d'art d'Afrique centrale, plusieurs stands ont été installés pour représenter la richesse culturelle et touristique des différents pays et sites. Les stands du Kenya, pays partenaire, a démontré tout l'intérêt que ces pays accordent à la vision touristique portée aujourd'hui par la RDC. Oui, c'est un peuple pour moi, ce que j'apprécie beaucoup ici au Congo et même au Kinshasa, c'est la chaleur des peuples. Vous voyez, en fait, on peut dire que les Congolais maîtrisent bien l'art de vivre, comme même les Kenyans. Vous voyez, par exemple, la musique, vous voyez, ici au Congo, on arrive à jouer la musique mieux, on peut dire, que chez nous. La représentation du parc national Kahuzi-Biega, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a mis en lumière les trésors naturels qu'il renferme. Et la particularité de ce parc national est que là-bas, nous avons, en plus d'autres animaux, nous avons aussi un animal qui est très endémique, qu'on appelle les gorilles de plaine de l'Est, qui est différent des gorilles de plaine de montagne. Et un peu plus bas, si nous descendons, nous allons vers Kalemi, nous avons la réserve de faune à Kabobo, la réserve de faune de Kabobo qui se trouve à Kalemi. Et là aussi, nous avons aussi d'autres espèces qui sont endémiques, notamment un petit oiseau qu'on appelle Kabobo, et pour qui la légende dit que Kabobo
dort en Amérique et revient chaque matin à Kabobo. Certains participants ont tenu à rappeler l'importance de ces festivals pour l'image de marque de la République démocratique du Congo. Comme Congolais, je me sens fier. Comme Congolais, je me dis au moins j'ai une parole là où se trouve un concert mondial. Et ensuite, je dirais tout simplement que vous avez vu le ballet, vous avez vu notre pays, comment il est si vaste. Donc c'est une richesse. En regardant tout simplement ce que nous voyons, c'est une richesse. Ça fait vraiment la fierté des Congolais. Le rendez-vous est pris pour les 2 prochaines journées avec une série d'activités culturelles, artistiques et diplomatiques. Le ministère de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises a officiellement relancé mardi 15 juillet à Kinshasa la plateforme numérique dédiée aux services de développement entrepreneurial, désormais accessible à l'adresse congosupport.pme.cd. Cette interface rénovée succède à l'ancienne version hébergée sous le domaine congosupport.com développée dans le cadre du PADI PME, également soutenu par la Banque mondiale. congosupport.pme.cd est une plateforme numérique placée sous la gestion de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, Domomat et Giscard Tamba. En RDC, une simple connexion Internet pourrait suffire à changer le destin des milliers d'entrepreneurs. Le gouvernement vient de relancer la plateforme congosupport.pme.cd, un outil dédié au service de développement des entreprises. Pensée pour être accessible même avec une faible connexion, cette plateforme permet aux PME, même les plus isolés, d'accéder à un large réseau de services, coaching, incubation, accompagnement juridique et administratif, formation, entre autres. Louis Watoum, ministre de l'Industrie et du Développement de PME, l'a rappelé lors du lancement. Nos obligations, comme gouvernement, c'est de faciliter la réussite de ce que vous pouvez faire. Que vos rêves les plus fous soient réalisés. C'est ainsi que nous avons pris un certain nombre de décrets, un certain nombre de mesures pour vous apporter des facilités fiscales, parafiscales et bannières, pour vous accompagner, pour vous capaciter. Nous avons créé toutes sortes d'outils numériques dans le support PME.cd, et également ECASI, qui est l'assistant numérique, qui a l'intelligence artificielle pour répondre en temps réel sur tous vos besoins. Derrière cet outil, l'Agence pour la promotion des classes moyennes, APROSEM, en assure la gestion. Son directeur général, Pascal Tchello, y voit un instrument clé pour renforcer la structuration de l'entrepreneuriat national. PME.cd est un outil stratégique qui permettra à des milliers de micro, petites et moyennes entreprises de se structurer et d'accéder à des services fiables, de mieux se formaliser et ainsi de participer activement à l'émergence des classes moyennes qui constituent la colonne vertébrale de toute économie prospère. La plateforme propose déjà une douzaine de catégories de services. Son système d'auto-inscription sécurisé, la certification des prestataires et la recherche intelligente par mots-clés facilitent la mise en relation directe entre offres et demandes. Ces projets qui s'inscrivent dans la continuité du PADEM-PME, aujourd'hui relayé par le programme Transform, a connu l'appui de la Banque mondiale. Pour les autorités, congosupport.pme.cd est plus qu'un site web. C'est un levier de croissance inclusive et un canal d'opportunités concrets pour l'entrepreneuriat congolais. Une démonstration technique a permis de convaincre les sceptiques. L'outil est fonctionnel, adapté aux réalités du terrain et évolutif. Il marque une nouvelle ère dans l'accompagnement des PME en RDC.
Parlons transport à présent, déterminé à réorganiser le secteur qui est un des défis majeurs de la ville de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba a invité le ministre provincial des Transports et de l'Intérieur, le commissaire provincial de la police, le représentant de la division urbaine et des experts de ces secteurs pour réfléchir sur des mécanismes à mettre en place afin de réguler notamment la circulation de motocyclistes, autrement appelés Wewa. Suivez. Le transport en commun à Kinshasa est assuré par plus de 30 000 motos répertoriées selon la Commission nationale de la prévention routière CNPR. Dans tous les carrefours, des motards stationnent à la quête des passagers qui vaguent à leurs occupations quotidiennes. Cependant, les conducteurs des taxis-motos ne sont pas recensés et nombreux parmi eux ne respectent pas les codes de la route. Boba Misoyoka, ministre provincial des Transports et des Communications, a été instruit d'assainir les secteurs des engins cyclomoteurs à Kinshasa. Nous avons été instruits par le gouverneur de la ville qui seront prises très bientôt sur le secteur des taxes, sur le secteur des embouteillages. Le gouverneur nous a instruits de prendre des mesures quant à ceux et bientôt nous allons mettre ça à la place publique. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'organisation de la ville qui, selon Boba Miso, est confrontée à plusieurs problèmes, notamment celui d'embouteillage. C'est dans le cadre de l'organisation de la ville. La ville de Kinshasa aujourd'hui, vous savez, fait face à beaucoup de défis. Et parmi les défis, c'est ce secteur avec les engins cyclomoteurs qui nous pose des problèmes. Et le gouverneur voudrait qu'on puisse assainir ces secteurs. C'est pour ça qu'il nous a convoqués. Le gouverneur Daniel Bumba a ainsi rappelé la nécessité de collecter en toute transparence les taxes dans les secteurs dans le but de doter le gouvernement provincial des moyens pour matérialiser sa politique, particulièrement la construction des infrastructures routières. Et à la primature, au lendemain de sa rencontre avec deux pasteurs américains, la première ministre Judith Suminwa a reçu ce mardi le membre de la plateforme de confession religieuse conduite par leur président Évariste Ejibaya Mampia, une série d'échanges qui témoignent de l'importance que la chef du gouvernement accorde à l'implication du front religieux dans le processus de paix. Dans mon match. À Kinshasa, quelques leaders religieux ont présenté à la première ministre leur projet commun lancé en mars, l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation. Cette démarche vise à renforcer l'unité nationale, favoriser le dialogue et mettre fin au conflit. Nous voulons que la guerre s'arrête. L'objectif est nous voulons l'intégrité territoriale. L'objectif est que par les communications, que ceux qui ont trahi la nation puissent se repentir, et que ceux qui ont trahi le peuple puissent se repentir, et qu'ensemble, tous les Congolais, nous puissions regarder dans la même direction. Les porte-paroles du groupe a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour un Congo libre, réconcilié et en paix avec la participation de toutes les confessions religieuses et de la société civile. La chef du gouvernement a salué l'initiative et formulé quelques recommandations pour renforcer son impact. Elle nous a donné certaines observations effectivement dont nous tenons compte et elle nous a montré l'unité qui est un point culminant pour une paix durable. Ça veut dire, nous, comme pères spirituels, nous devons nous montrer unis. Ça, c'était la première observation. La deuxième, c'est aussi le discours que nous devons tous mener, qui ne peut pas diviser le peuple congolais. Les représentants religieux ont aussi remercié les États-Unis pour leur soutien au processus de paix en RDC. Elle était la première journaliste congolaise ayant entamé sa carrière en 1965 à la radio congolaise avant de faire de beaux jours de la télévision congolaise et zaïroise de 1967 en 1995. Pauline Kabangou a été reçue par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Il s'agissait pour cette pionnière du journalisme de partager son expérience avec le ministre de la Communication, lui-même ancien journaliste, et à travers le ministre tout le professionnel de médias. Je vous propose de suivre Pauline Kabangou à l'issue de sa rencontre avec Patrick Mouyaya.
C'est en 67 que j'ai commencé à travailler à la télévision. Mais j'avais commencé déjà à travailler à la radio, et c'était à la radio Mbujima, et c'était en 1965. Et quand je suis arrivée à Kinshasa en 1967, il y avait un concours à la RTNC. Je me suis présentée et j'ai été retenue, et c'est là que j'ai commencé. Après un stage de presque 6 mois, on m'a pris à la télévision. Voilà. Et j'ai commencé à faire le journal télévisé. J'étais la première journaliste, justement. C'est pour ça que le ministre a tenu à me recevoir. J'étais la première journaliste, j'étais la première femme qui a eu le grade de rédacteur en chef. Et j'étais journaliste permanente. D'abord, j'étais au Parlement. Ensuite, j'étais permanente à la présidente de la République. Et c'est là que j'ai terminé, en fait. Il faut travailler avec beaucoup de sérieux. Il faut aimer le métier qu'on fait pour qu'on puisse vraiment le faire correctement. C'est ce que j'ai fait toute ma vie et cela m'a permis de monter de grade. Je suis montée jusqu'à devenir directeur de la première chaîne de radio, chaîne stéréo. J'ai quitté avec ce grade-là. C'est pour dire que quand on travaille bien, on vous reconnaît. Parlons sport à présent, c'est désormais officiel. La République démocratique du Congo, via le ministère de Sport, va injecter 44 millions de dollars au FC Barcelone sur 4 ans, avec un premier versement de 11 millions en 2025. Le média espagnol Mundo Deportivo confirme l'information qui circulait depuis 2 semaines en y apportant un détail très important. Le slogan « L'RDC au cœur de l'Afrique » devrait apparaître sur l'arrière du maillot d'entraînement du dernier champion d'Espagne. Plus de détails dans cet élément. C'est désormais officiel, la RDC va injecter 44 millions de dollars au FC Barcelone sur 4 ans avec un premier versement de 11 millions en 2025. Mundo Deportivo, le média espagnol, confirme l'information qui circulait depuis 2 semaines en y apportant un détail très important. Le slogan de la RDC au cœur de l'Afrique devrait apparaître sur l'arrière du maillot d'entraînement du dernier champion d'Espagne, alors que d'aucuns attendaient, comme le cas avec l'AS Monaco, que la marque RDC Cœur de l'Afrique soit imprimée sur le maillot des rencontres de Blaugrana. Le 19 mai dernier, le ministre des Sports congolais Didier Boudimbo s'est rendu à Barcelone présenter personnellement le projet aux responsables Blaugrana. Après une visite des installations et un échange constructif, les négociations ont pris une tournure encourageante. Cet engagement, évalué à 11 millions d'euros par an, soit 44 millions au total, devrait être finalisé prochainement, selon Mundo Deportivo. Pour le Barça, cet apport représenterait un coup de pouce bienvenu pour retrouver l'équilibre budgétaire exigé par la Liga et de redevenir plus compétitif sur le marché des transferts. Au pays, ces contrats de sponsoring fait polémique. Beaucoup sont ceux qui y trouvent un gaspillage de fonds publics dans un pays où tout est prioritaire, surtout le domaine du sport local dépourvu de moyens. Associé à ceux signés avec Monaco et l'AC Milan, c'est plus de 93 millions de dollars qui seront décaissés par le Trésor public en 4 ans. Place à présent à la page internationale. Je l'ai dit au sommaire, la ville de Bamenda dans la région du Nord-Ouest a accueilli du 12 au 13 juillet dernier le premier forum économique pour la reconstruction de cette partie du Cameroun, ravagée depuis 2017 par une vague d'insécurité. Pendant 2 jours, il a été question de mettre en lumière les efforts en cours pour la paix et le développement et les projets d'action sociale en tant que modèle de croissance inclusive et de réconciliation. Rachel Missenga. La crise économique dans la région du nord-ouest du Cameroun, également connue sous le nom de crise anglophone, étroitement liée au conflit armé en cours depuis 2017, engendre des conséquences désastreuses sur l'économie locale et nationale, notamment sur la baisse des recettes d'exportation, des perturbations dans le chaîne d'approvisionnement et la hausse des dépenses publiques. La région nord-ouest, réputée pour sa production de cacao et des cafés, connaît une chute significative de 20% des exportations de ces produits
aujourd'hui, selon le groupement des entreprises du Cameroun. Pour trouver des solutions à la relance des activités économiques dans cette région, le tout premier forum économique du Nord-Ouest a été lancé du 12 au 13 juillet 2025 à Bamenda. Une feuille de route visant à reconstruire l'économie régionale par les billets de financement du développement de chaînes de valeur et d'investissements structurés dans des secteurs agricoles tels que le maïs, les maniocs, l'élevage et l'industrie a été mise en exergue. La mise en place d'un programme d'entrepreneuriat numérique porté par le Fonds d'investissement pour le développement du Nord-Ouest qui vise à encadrer et financer des startups dirigées par des jeunes de la région et de la diaspora a également été au cœur des discussions. Frappé par près d'une décennie de troubles sociopolitiques, le Nord-Ouest Cameroun a tenté pendant ces 2 jours de rencontrer des réécritures son récit et de positionner le forum comme un levier de développement économique et de la reconnaissance régionale. Le Tchad vise une avancée dans sa stratégie de diversification de corridors de desserte maritime. À cet effet, une délégation du Conseil de chargeurs du Tchad, conduite par son directeur général Hamid Djomino, a été reçue en audience par Bart Van Eendo, directeur général du port béninois. Au cœur des échanges entre les deux institutions, l'optimisation de flux logistiques, la réduction de coûts de transport et la sécurisation des approvisionnements à travers le port béninois. Le Tchad, dont les échanges commerciaux dépendent fortement de corridors maritimes et étrangers, cherche à ne plus se limiter aux axes traditionnels comme ceux du Cameroun ou du Soudan. Rachel Misenga, encore une fois. Dans le cadre de sa stratégie de diversification des corridors des dessertes maritimes, une délégation du Conseil de chargeurs du Tchad, conduite par son directeur général, a été reçue le 12 juillet 2025 par le directeur général du port autonome de Cotonou. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur plusieurs dossiers majeurs visant à consolider les partenariats logistiques entre les deux pays, notamment assurer la révision de la Convention sur l'utilisation du port et les transits des marchandises, créer un cadre de concertation et faciliter les transits maritimes via le port autonome de Cotonou. Le Tchad, pays sans littoral, distant de plus de 1000 km de principaux ports maritimes, Douala, Cotonou, Lomé et Port-Soudan, cet isolement physique complique, selon les experts, l'acheminement de marchandises, la réduction des délais des livraisons, la compétitivité de produits tchadiens à l'export. Le Tchad dépendra à plus de 80% du corridor camerounais via le port de Douala. Environ 300 000 à 400 000 tonnes de marchandises y sont acheminées par an vers Cotonou. Pour les autorités tchadiennes, cette initiative marque une nouvelle avancée dans la volonté du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la météorologie de bâtir des partenariats solides au service d'un commerce international plus fluide et durable pour le Tchad. Par ailleurs, ces renforcements de la coopération entre le Tchad et le port de Cotonou marquent une étape décisive vers une logistique régionale plus intégrée, résiliente et compétitive. On va à présent prendre la revue de presse avec Domomat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Le potentiel revient sur le piège à éviter pour la République démocratique du Congo dans les négociations de Doha avec l'AFC M23. Le journal invite les négociateurs à rester lucides face à des revendications sensibles. La gestion du Nord et du Sud Kivu exigée par le M23-FC, l'intégration de ses combattants au sein des FARDC et l'appel à une justice pour les crimes commis dans l'Est. Car, comme l'écrit les tabloïds, justice et paix s'appellent en écho. Aucune paix n'est possible sans une justice pour réparer les préjudices, réhabiliter les lésés dans leurs droits, sanctionner ou réprimer les coupables. Le confrère met en garde contre toute tentation de sacrifier la justice au nom d'une paix mal conçue et mal négociée. Une mise en garde partagée par le Nouvel Observateur qui alerte à son tour sur les dangers de ces tractations, notamment l'influence
pesante du président rwandais. Paul Kagame, décrit comme un indécrottable belliciste qui n'obéit qu'à la logique des armes, en exigeant par les biais de l'FCM23 la direction de 2 provinces du Kivu pour une durée de 8 ans. Kagame vient de dévoiler là ses véritables ambitions expansionnistes poursuit le quotidien. Une demande perçue comme une menace directe à l'intégrité territoriale de la RDC. De nouvel observateur averti, si par malheur elle pouvait se faire jour, ce ne sera que le début de la balkanisation de la RDC tant souhaitée. Dans cette logique, toute discussion risquerait de se terminer en queue de poisson et de relancer l'usage des armes à son entière satisfaction. Congo Nouveau, de son côté, fait état d'un regain d'hostilité dans l'est du pays, avec une série d'attaques menées par la coalition RDF-AFC-M23 contre les positions des FARDC dans les territoires de Kalehe, Massissi et Kabaré. Ces offensives, en pleine négociation à Doha, jettent une lumière crue sur la fragilité du processus de paix. La complexité du contexte politique intérieur est analysée par le journal qui décrit un président Tshisekedi comme un joueur d'échecs au centre d'un jeu tendu. Il doit manœuvrer entre les églises Senko et CC, l'opposition et la crise sécuritaire. Il tente de préserver une posture des rassembleurs en appelant à une inclusivité religieuse pour élargir le cadre des discussions. Une stratégie perçue par plusieurs analystes comme celle du seul contre tous, probablement une manœuvre calculée face à une opposition fragmentée et fragilisée, ainsi qu'une communauté internationale peu réactive. Pendant que la classe politique est absorbée par les enjeux sécuritaires et institutionnels, Africa News attire l'attention sur le volet social. L'Observatoire de la dépense publique alerte sur les conséquences du départ à la retraite de 300 000 agents publics, qualifiant la réforme de précipitée dans un climat de forte vulnérabilité économique et politique. L'ONG y voit une bombe sociale et appelle à sa suspension immédiate, exigeant notamment un audit indépendant de la CENSAP, la mise en place d'un plan crédible de reconversion professionnelle, un dispositif d'indemnisation et de couverture santé, ainsi qu'une révision des conditionnalités imposées par les FMI. Enfin, Géopolis clôt cette revue avec une alerte sanitaire. Le choléra prend une tournure inquiétante en RDC, notamment à Kinshasa, deuxième province la plus touchée. Le taux de létalité y atteint 9% et 27 des 35 zones de santé de la capitale sont affectées. Le ministre de la Santé reconnaît la gravité de la situation tout en affirmant que la riposte est en cours. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Madame, messieurs, tout de suite, le rappel de 3 principaux titres. J'ai dit dans ce journal, et vous l'avez suivi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a donné le coup d'envoi ce mercredi 16 juillet de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme qui ira jusqu'au 18 juillet prochain. Et puis ce même mercredi, le gouvernement congolais a réceptionné un important lot de vaccins LC16M8 dont du Japon, destiné à renforcer la campagne nationale de vaccination pour lutter contre l'Mpox. Et puis à l'international, la ville de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, a accueilli du 12 au 13 juillet dernier le premier forum économique pour la reconstruction de cette partie du Cameroun, ravagée depuis 2017 par une vague d'insécurité. Madame, messieurs, fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro, une nouvelle édition du journal télévisé. Ne l'oubliez pas, sur le chemin de la réussite, ne te compare à personne. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.